Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour, madame. Oui, madame. Très Oui, bien. madame. Très bien. Donc, on va continuer le chapitre conception de base de données relationnelles. Avant de poursuivre les points suivants, j'aimerais savoir s'il y a des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, 1h30 à peu près, c'est ça. On va faire un cours. Pourquoi vous posez la question, mademoiselle Mlouah? Vous avez besoin de faire qu'on fasse un rappel de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ou là, on continue directement? Non, on continue. البارح كنا نسيتي. Madame, on préfère un rappel, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, madame. D'accord. Je vais faire un bref rappel de ce qu'on a fait dans ce chapitre et on continue avec les points suivants. Alors, si vous avez des remarques, donc vous me dites directement, parce que là, je vais basculer sur l'autre fenêtre, donc ok, donc je remonte au départ. Donc, bon, on a dit qu'on s'intéresse donc dans ce chapitre à la conception de bases de données relationnelles. Alors, une base de données relationnelle est formée d'un ensemble de relations. On a donné la définition mathématique d'une relation. Bon, en gros, une relation, c'est quoi? C'est ce qui représente une entité dans notre domaine d'études. Et on a dit, une relation, elle a un nom, un ensemble d'attributs. Les attributs prennent leur valeur dans des domaines. On appelle ça des domaines de valeur. Et donc, on a dit la définition mathématique d'une relation. Si une relation, elle a n attributs, chaque attribut appartient à un domaine. Donc, on a n domaines, des 1, des 2 jusqu'à des n. Tout simplement, la relation va être définie comme un sous-ensemble du produit cartésien des différents domaines de ces attributs. C'est-à-dire, on a dit qu'elle prend ses valeurs dans le produit cartésien des domaines des attributs. Ensuite, nous avons vu la notion de clé. On a donné plusieurs définitions. Donc, on a commencé par la clé candidate. On a dit, donc, une clé candidate, c'est un attribut ou un ensemble d'attributs d'une relation qui va permettre d'identifier un tuple dans la relation. Donc, dans notre relation, puisqu'on a dit qu'elle représente une entité, les instances, les occurrences de cette entité, ce sera des tuples, des lignes. Bon, il y a un bruit. D'accord. Donc, les lignes des relations, les occurrences d'une relation, ce qu'on a appelé hier l'extension, on a dit donc ça représente nos objets, si vous voulez, c'est les instances de notre relation. Pour identifier ces tuples, ces instances ou ces occurrences, donc on définit une clé, la clé candidate. Une clé candidate, on a dit c'est un attribut ou un ensemble d'attributs qui ont
deux propriétés. La propriété d'unicité, la propriété d'irréductibilité. Unicité, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux tuples, deux lignes dans la relation qui ont la même valeur pour cette clé. Ça veut dire que cette clé, elle est unique dans la relation, elle ne se répète pas. L'irréductibilité, on a dit, c'est une clé qu'on ne peut pas réduire. Ça veut dire, bon, si elle est composée d'un seul attribut, elle est irréductible. Si elle est composée d'un ensemble d'attributs, ça veut dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas un sous-ensemble de cette clé qui est unique, qui a la propriété d'unicité. Donc ça, c'est la clé candidate. Donc une clé candidate, donc, si elle est composée, mais elle n'est pas irréductible, on va appeler ça une superclé. Une superclé, c'est un ensemble d'attributs qui contiennent à l'intérieur au moins une clé candidate. La clé primaire de la relation, donc une relation, dans le modèle relationnel, on doit définir la clé primaire de la relation. Donc cette clé primaire, elle est choisie parmi les clés candidates. Voilà. Et nous avons vu aussi la notion de clé étrangère. On a dit, donc, au niveau d'une relation, on l'appelle clé étrangère parce qu'elle est clé dans une autre relation. Ça veut dire qu'elle va nous permettre de faire référence à une autre relation. C'est ce qui va nous permettre de définir des liens comme les associations que vous avez vues dans le MCD. Donc, nous, ces associations-là, on va les modéliser les représenter à travers des clés étrangères. Donc, je suis dans une relation, j'ai un attribut ou un groupe d'attributs qui forment une clé étrangère parce qu'elle fait référence à la clé d'une autre relation. Et on a dit, on fait référence soit à la clé primaire, soit à une clé candidate qu'on n'a pas choisie comme clé primaire. Ça veut dire que c'est une clé qui a la propriété unicité. Voilà, donc ça, c'était pour la clé étrangère. On a défini ensuite le concept de dépendance fonctionnelle. On a dit que la dépendance fonctionnelle permet de définir un lien entre les attributs d'une même relation. Donc, on a dit si on a une relation R, on a grand X, grand Y, c'est des ensembles d'attributs de R. On dit que X détermine Y ou bien Y dépend fonctionnellement de X, si seulement si à une valeur de X lui correspond toujours la même valeur de Y dans R, quelle que soit l'extension qu'on prend de R, c'est-à-dire à tout instant. Et on définit ça par la syntaxe graphiquement par une flèche. X détermine Y. Ça, c'est ce qu'on appelle ça le déterminant, puisque c'est lui qui détermine. Et ça, c'est le dépendant, puisqu'il dépend fonctionnellement de X. On a défini après les axiomes d'Armstrong. On a défini d'abord les axiomes d'Armstrong, ou bien d'abord le diagramme de dépendance fonctionnelle, ou bien le graphe de dépendance fonctionnelle. C'est j'ai un ensemble de dépendances fonctionnelles, je peux le représenter sous forme d'un ensemble, c'est-à-dire des DF qui se suivent entre accolades, ou bien graphiquement comme ça. Donc, les attributs, c'est les nœuds, et les flèches représentent les dépendances fonctionnelles. On a dit, quand on a le membre gauche, le déterminant est composé, on fait un rang, on regroupe les attributs qui forment le membre gauche, et on fait démarrer la flèche à partir de cet ensemble. Voilà. Donc, pour les axiomes d'Armstrong, on a dit que c'est des axiomes qui vont nous permettre de dériver des DF à partir d'autres DF. Donc, nous avons commencé par définir 3 axiomes, les axiomes d'Armstrong, la réflexivité, l'augmentation, la transitivité. On a dit la réflexivité, si tout attribut se détermine lui-même, c'est-à-dire A détermine A. En plus, on a dit la réflexivité, on a élargi la définition de la réflexivité, on a dit A détermine toute partie de A, c'est-à-dire que si A est composé d'un ensemble d'attributs, A détermine toute partie de A. On appelle ça une DF triviale, on n'a pas à la démontrer. D'accord? Donc, la deuxième règle, c'est l'augmentation. L'augmentation, si on a A détermine B, si j'augmente le A et le B par la même chose, c'est-à-dire le même attribut,
la dépendance fonctionnelle va être préservée. On ne va pas la perdre. Donc, si A détermine B, alors AC détermine BC. On a ajouté C des deux côtés. La transitivité, si A détermine le B, ça veut dire à une valeur de A, il lui correspond toujours la même valeur de B. Si en même temps B détermine C, ça veut dire que une valeur de B lui correspond toujours la même valeur de C. Alors par transitivité, A détermine C. À partir de ces trois axiomes, nous avons déduit d'autres règles, ce qu'on a appelé la pseudo-transitivité, la décomposition, l'union et la composition. Pour la pseudo-transitivité, on a dit si l'attribut A détermine l'attribut B, bon, quand on dit A et B ici, on l'a dit tout à l'heure au départ, c'est un attribut ou un ensemble d'attributs. Ça peut être un ensemble d'attributs. Donc, si A détermine B, si B avec C détermine le D, alors, si j'ajoute le C à A, il va déterminer le D. On appelle ça la pseudo-transitivité. C'est presque la transitivité, c'est la pseudo-transitivité. Décomposition, donc là où il y a certains d'entre vous qui font l'erreur, donc si A détermine BC, la décomposition dit qu'on décompose cette DF en A détermine B, A détermine C. Ce n'est pas le cas où on a le membre gauche qui est composé. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui font la bêtise. Par exemple, ils écrivent AB donne C, alors A donne B, A donne C. Non. D'accord? Donc, on ne décompose pas ici le membre gauche. La décomposition, on décompose le membre droit. D'accord? Parce que A détermine BC, ça veut dire que A, il détermine le B, il détermine le C. L'union, donc si j'ai deux DF qui démarrent du même membre gauche, le même déterminant, je peux unir ces deux DF. Donc, si A détermine B, A détermine C, alors A détermine BC. Si vous voulez, c'est le chemin inverse de la décomposition. La composition, on a deux DF avec les quatre membres différents. A détermine B, C détermine D. Si je regroupe les membres gauche, je vais déterminer les membres droits regroupés. Donc, A détermine B et C détermine D, alors AC détermine BD. Donc, en cours, on a traité des exemples. On a traité des exemples. À partir, on avait une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles et on a montré qu'on peut déduire des DF à partir de cet ensemble en utilisant les axiomes et les règles d'inférence qu'on a ajoutées. Ensuite, oui. Ensuite, on a dit comment déterminer les clés en utilisant les dépendances fonctionnelles, comment on peut déterminer les clés candidates. On a dit, il suffit de choisir des superclés. Ensuite, on va réduire les superclés en utilisant les dépendances fonctionnelles. On aboutit à la fin à des clés candidates. Et on a fait un exemple. Donc, comme ici, on a pris comme superclé tous les attributs de R. On a dit que la définition d'une superclé, c'est un ensemble d'attributs qui contient au moins une clé candidate. Si je prends tous les attributs de la relation, ça veut dire que toutes les clés candidates sont dedans. Donc, c'est une superclé. À partir de cette superclé, je vais utiliser les dépendances fonctionnelles pour la réduire. On la réduit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle réduire, ça veut dire que je vais enlever les dépendants, les membres droits. Tous les attributs que je peux déterminer, je peux les enlever. Donc, on a réduit ici jusqu'à arriver à une clé candidate. Donc, comme dans cet exemple, on l'a fait la dernière fois, il y a une seule clé. S'il y a plusieurs clés, si on a plusieurs clés candidates, comme on l'a fait hier dans l'exercice, ça veut dire que quand vous allez faire vos réductions, vous pouvez trouver plusieurs chemins. Alors, s'il y a une seule clé, même si vous prenez plusieurs chemins, vous allez aboutir toujours à la même clé. Mais s'il y a plusieurs clés, avec les différents chemins, on peut aboutir à des clés différentes pour chercher toutes les clés candidates possibles. Voilà, on s'est arrêté là. Maintenant, on va passer à la notion de fermeture
Fermeture de dépendance fonctionnelle, fermeture d'attribut. Alors, avant d'aller vers les fermetures, est-ce qu'il y a une question? Oui? Il y a une question في chat, madame. Une clé étrangère peut être une clé primaire ou clé candidate. Oui, parce qu'on a dit la dernière fois, je vous ai dit que quand on dit clé étrangère, on ne fait pas référence forcément à la clé primaire. En général, c'est vrai. En général, on fait référence à la clé primaire. Mais aussi, on peut faire référence à un autre attribut, mais qui doit être unique. Parce que pourquoi il doit être unique? Parce que quand on dit je fais référence, ça veut dire que si je suis, par exemple, je vous ai donné l'exemple de facture et client, je suis au niveau, il y a la relation facture qui contient toutes les factures et la relation client qui contient les informations des clients. Donc, la facture, j'ai dans la relation facture le numéro du client qui fait référence à un client. Dire qu'on fait référence à un client, ça veut dire que si je suis au niveau d'un tube de la facture, j'ai un numéro client. Ce numéro, je vais dans la relation client, il y a un seul tube qui a ce numéro. Je ne peux pas trouver plusieurs, parce que si je trouve plusieurs, ça veut dire qu'il y a ambiguïté. Je ne peux pas savoir à qui appartient cette facture. C'est pour cela qu'on dit, quand on fait référence, on doit faire référence à quelque chose d'unique, qui a la propriété d'unicité. D'accord? C'est pour cela que généralement, c'est la clé primaire. Donc, j'ai le numéro du client, je vais dans la relation client, je cherche ce numéro, il y a un seul tuple qui contient ce numéro. D'accord? Maintenant, je peux aussi faire référence à un autre attribut qui a la propriété d'unicité. Je vous ai, par exemple, si je prends, je vous ai donné la dernière fois, par exemple, la wilaya. La wilaya, elle contient le code wilaya et le nom de la wilaya. Les deux sont uniques. Si j'ai la relation qui s'appelle wilaya, dans cette relation, j'ai le code wilaya, le nom de la wilaya, par exemple, la surface, population, enfin, d'autres attributs. Si j'ai ensuite une autre relation qui fait référence à wilaya, dans cette relation, je peux faire référence au code comme je peux faire référence au nom de la wilaya. Les deux vont me permettre de retrouver une wilaya. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une clé étrangère donc, fait référence à une clé candidate, c'est-à-dire à une clé unique qui a la propriété d'unicité. C'est bon? Et on a dit aussi que la clé étrangère n'a pas forcément le même nom que la clé à laquelle elle fait référence. Les attributs peuvent avoir des noms différents. Le plus important, c'est qu'ils aient le même type, qui doit être défini. C'est-à-dire, dans conception, on dit ils appartiennent au même domaine. Et en informatique, on va dire ils ont le même type. C'est-à-dire, quand on va créer la base de données, les attributs de ces deux relations, il faut les définir avec les mêmes types pour que leurs valeurs soient compatibles. Voilà. C'est la seule question? OK. Donc, on ne va pas passer à la notion de fermeture. On va voir d'abord ce qu'on veut dire par fermeture de dépendance fonctionnelle. Ensuite, ce qu'on veut dire par fermeture d'attribut. Alors, là, on est en train de donner un ensemble des concepts comme ça. Vous ne voyez pas... bon, pour les dépendances fonctionnelles, vous avez vu au moins, comment dire, une utilité. C'est pour comment déterminer les clés candidates en utilisant les dépendances fonctionnelles. D'accord? Mais on va aussi les utiliser pour autre chose. Nous, le but de ce chapitre, c'est comment arriver à la fin à avoir une base de données en troisième forme normale. On verra après ce qu'on veut dire par troisième forme normale. C'est un principe qui va nous permettre de normaliser nos bases de données. On va voir après ce que veut dire tout ça. Alors, pour pouvoir le faire, on va utiliser cette notion de dépendance fonctionnelle et on pourra utiliser aussi la notion de fermeture. On verra après comment on va le faire. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de voir ces concepts-là. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir après, ça sert à quoi. Donc, fermeture de dépendance fonctionnelle, si j'ai une relation R et un ensemble de dépendances fonctionnelles F qui sont satisfaites dans R, alors on appelle fermeture de F, là c'est la fermeture de dépendance fonctionnelle. Fermeture de F qu'on note F+.
c'est l'ensemble de toutes les dépendances fonctionnelles qui sont impliquées ou dérivées par les dépendances fonctionnelles de f. Donc, on a un ensemble de dépendances fonctionnelles de départ qui sont satisfaites dans R. On dit fermeture de cet ensemble, c'est toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut dériver à partir de cet ensemble. Un moyen pour les dériver, c'est en utilisant par exemple les axiomes et les règles d'inférence qu'on a vues tout à l'heure. On va les utiliser, on va les appliquer à toutes les DF et on va essayer de dériver toutes les DF possibles. Alors, donc, comme je viens de le dire, les règles d'inférence peuvent permettre de calculer la fermeture F+. Mais le problème, c'est que si on a un grand ensemble de dépendances fonctionnelles, le calcul de F+, peut être coûteux en temps, puisqu'on va générer toutes les dépendances fonctionnelles possibles. Alors, en pratique, on va éviter de calculer le F+. Au lieu de calculer F+, on va utiliser un moyen qui va nous permettre étant donné une dépendance fonctionnelle, on pourra savoir avec ce moyen si cette DF appartient à F+ ou pas. D'accord? Donc, au lieu de calculer F+, on va utiliser ce qu'on appelle la fermeture d'attribut. La fermeture d'attribut va nous permettre c'est-à-dire, on vous donne, si on a une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles, si je vous donne une DF, avec la fermeture d'attribut, vous pouvez dire est-ce que cette DF peut être dérivée à partir des DF de F ou pas. Ça veut dire qu'elle appartient à F+ ou pas. Alors, c'est quoi la fermeture d'attribut? La définition de la fermeture d'attribut, donc comme on a dit pour la fermeture de dépendance fonctionnelle, c'est toutes les DF que vous pouvez dériver. Pour la fermeture d'attribut, alors j'ai un attribut ou un groupe d'attributs, par exemple grand A, fermeture de grand A qu'on va appeler ou noter A+, c'est tous les attributs qui dépendent fonctionnellement de A. Voilà, on appelle fermeture de A, qu'on note A+, l'ensemble de tous les attributs de R qui sont en dépendance fonctionnelle avec A. Et pour calculer A+, nous avons un algorithme. Donc, contrairement à F+, je n'ai pas un algorithme qui me permet de calculer la fermeture d'un ensemble de dépendances fonctionnelles, mais par contre, nous avons un algorithme qui va nous permettre de calculer la fermeture de A+, d'un ensemble d'attributs. Donc, alors, que fait cet algorithme? Il est simple. Vous avez A+, initialement, je vais l'initialiser à grand A parce qu'on a la réflexivité. On a dit A détermine A parce que la DF est réflexive. D'accord? Donc, on a dit que la fermeture de A, c'est tous les attributs qui dépendent fonctionnellement de A. Donc, au départ, je peux prendre le grand A parce qu'on a dit la dépendance fonctionnelle est réflexive. A détermine A. Ensuite, on va faire, donc vous avez une boucle tant que, on dit tant que vrai, ça veut dire qu'elle va boucler tout le temps, ça veut dire que je vais forcer l'arrêt de la boucle à l'intérieur de cette boucle. Je vais forcer l'arrêt à l'intérieur. Alors, dans la boucle tant que, j'ai une boucle pour. Une boucle pour, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se répéter pour chaque DF. Pour chaque DF, dépendance fonctionnelle X détermine Y de F. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Si X est un sous-ensemble de A+, alors je vais ajouter le Y dans A+. D'accord? Puisque A+, c'est quoi? C'est tous les attributs, on a dit tous les attributs qui sont déterminés par A. Donc, si X, grand X, existe déjà dans A+, et X détermine Y, ça veut dire que le Y aussi, je vais l'ajouter à A+. D'accord? Je vais répéter cette opération pour toutes les DF de F. Quand je termine, je vais vérifier. Est-ce que A+,
si A plus n'est pas modifié pendant cette itération, alors pour itération, je parle d'itération du temps que. Ça veut dire que quand j'entre dans le pour, j'entre avec un certain A plus. Je sors de la boucle pour avec un autre A plus. Si A plus a changé, alors je vais reprendre la boucle et refaire le travail. Si A+, je suis entré avec un certain A+, j'ai vérifié avec toutes les dépendances fonctionnelles, le A+, n'a pas été modifié, alors je m'arrête. Donc, c'est ça qui va provoquer l'arrêt de la boucle tant que. D'accord? Et je sors. C'est clair pour cet algorithme? Alors, par exemple, nous allons prendre la relation R qui contient A, B, C, D, E, F et l'ensemble G des dépendances fonctionnelles qui contient B détermine E, A détermine BC, CD détermine EF. On va calculer B+. Alors, qu'est-ce qui se passe? B+, ça veut dire quels sont les attributs qui dépendent fonctionnellement de B. Quels sont les attributs qui dépendent fonctionnellement de B, ou bien quels sont les attributs qui sont déterminés par B. D'accord? Donc, initialement, B+ est égal à B, parce que B détermine B. Ensuite, donc on a dit, on a d'abord la boucle tant que, on fait une première itération. On va faire une première itération. On va vérifier pour chaque dépendance fonctionnelle si X appartient à mon ensemble de départ, alors j'ajoute le Y. Je vais répéter ça pour toutes les DF. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. La première dépendance fonctionnelle, c'est B dans E. B dans E, le X ici, c'est B. Le Y, c'est E. Est-ce que B appartient à B+? Oui. B appartient à B+. Alors, je vais ajouter le E. B+ devient BE. Ensuite, la deuxième DF, c'est A détermine BC. Est-ce que est-ce qu'il appartient à B+? Non, il n'est pas dans B+. B+ contient BE. Donc, je ne fais rien. Ensuite, la troisième DF, c'est CD dans EF. Je vais voir. B+ contient BE. Donc, CD ne fait pas partie de B+. Alors, je ne fais rien. Je suis sortie. Est-ce que B+ a changé? Oui, parce que je suis entrée avec B+ égale B. Je suis sortie avec B+ égale BE. Donc, je vais faire une deuxième itération de la grande boucle, de la boucle tant que. D'accord? Je suis sortie, j'ai trouvé le B+ modifié, je sors, je vais reprendre à partir du temps que, et donc je vais reprendre la boucle pour. Je vais reprendre la même chose. Donc, deuxième itération, donc je reprends exactement toutes mes DF, B dans E, A dans BC, CD dans EF. Voilà, B dans E, A dans BC, CD dans EF. Pour B dans E, B appartient à B+, il faut ajouter le E, mais le E, on l'a déjà ajouté tout à l'heure. A dans BC, est-ce qu'on a le A dans B+? Non, donc ça ne va pas changer. CD dans EF, CD n'appartient pas à B+, il va pas, on va rien changer. Madame, il y a des questions dans le chat. D'accord, très bien. Donc B+, on est entré avec B+ égale BE, on est sorti avec B+ égale BE. Ça veut dire que le B+ n'a pas changé, ça veut dire qu'on s'arrête, on sort de la boucle tant que, et le résultat, B+ égale BE. Donc, on va voir la question. Alors, bon, je remonte. C'est quoi A plus égale A? Je n'ai pas compris. Moi aussi. Vous n'avez pas compris quoi? C'est sur le tout. Alors,
Alors, ceux qui ont compris, pourquoi A plus égale A dans l'algorithme? Déjà, qu'est-ce que vous avez compris pour A plus? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? A plus, c'est quoi? La fermeture de A. Oui, qui contient quoi? C'est la fermeture de... Oui, il contient A. Oui, mais les attributs qui sont dans A plus, c'est quoi? Les attributs qui sont en relation avec A. Seulement A, madame. Qui dépendent de A. Ils dépendent fonctionnellement de A, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés par A. On a des dépendances fonctionnelles, des DF de A vers ces attributs-là. Alors, pourquoi on a mis A plus dans A plus le A? On a initialisé, je pense. Et pourquoi? Réflexivité. Très bien, c'est Voilà. la réflexivité. Parce qu'on a dit la dépendance fonctionnelle, elle est réflexive. Donc, A détermine A. Et donc, A appartient à A plus. Alors, est-ce que ceux qui ont posé la question, ils ont compris? Donc, A plus, la fermeture d'attributs, c'est l'ensemble des attributs qui dépendent fonctionnellement de A. Ça veut dire qu'ils sont déterminés par A. On a des DF, A, des flèches, ces attributs-là. Donc, là, si je dois initialiser cet ensemble, je vais l'initialiser par lui-même, parce qu'on a dit que la dépendance fonctionnelle est réflexive. A détermine A. C'est pour cela que B+, on l'a initialisé à B, parce que B détermine B. D'accord? Alors, Mélissa, vous avez dit pourquoi vous avez choisi B plus égale BE. Non, je n'ai pas choisi. BE, on l'a obtenu. Parce que nous avons B détermine E, chez B. Oui, B détermine E. On a B détermine E. On a dit pour tout X détermine Y. Si X appartient à la fermeture, alors si j'ai X dans Y, je l'ajoute dans la fermeture. Ici, nous avons B détermine E. B appartient à B+, alors j'ajoute le E dans B+. D'accord? Donc, on a obtenu BE. On ne l'a pas choisi. On pourra le faire en TD. Amira, vous demandez un exemple où la deuxième itération change. C'est possible, mais bon, on ne va pas le faire ici, on va faire parce que on va perdre du temps. Écoutez, si par exemple, si j'avais ici parce que la deuxième itération ne change pas parce que j'ai choisi B et le B, il ne contient qu'il n'y a qu'une seule DF qui va changer B+. C'est B détermine E. D'accord? Mais si j'avais choisi, au lieu de calculer B+, par exemple, si j'avais par exemple mis AB, calculer AB+, par exemple, alors on pourra le faire oralement. Je vais calculer AB+. D'accord? Mais je suis B+. Alors AB+, ça veut dire que je vais l'initialiser entre accolades, je vais mettre A, B. J'ai A et B. D'accord? Donc, quand je fais la première itération, B détermine E, le B appartient à AB, donc je vais ajouter le E. Donc AB+ devient ABE. Ensuite, dans la deuxième, j'ai A détermine BC. Ça veut dire que je vais ajouter le C. Parce que bon, le B, je l'avais déjà. Donc j'avais ABE, ça devient ABEC. D'accord? Pour la quatrième, pour la troisième, je n'ajoute rien. Bon, il se trouve qu'avec ça aussi, dans la deuxième itération, je vais rien ajouter dans ce cas-là. Mais je pourrais vous faire dans le TD un cas où on peut, dans la deuxième itération, on peut avoir plus d'itérations. D'accord? Ici aussi, avec le cas que je viens de donner, ça fait une seule itération. D'accord? OK. D'accord. Donc, on continue. Donc là, là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous avez vu que c'est simple. C'est simple de calculer la fermeture d'un ensemble d'attributs. J'ai un algorithme que je peux programmer. Cet algorithme, je peux le programmer. Je peux automatiquement calculer la fermeture d'attributs. Contrairement à F+, à la fermeture de DF,
parce qu'avec la fermeture de DF, je vais utiliser tous les axiomes, toutes les règles pour essayer de dériver des dépendances fonctionnelles. Ça peut être plus long par rapport à la fermeture d'attributs. Alors, on a dit, au lieu de calculer la fermeture de dépendance fonctionnelle, le F+, on va utiliser la fermeture d'attributs, celle qu'on vient de voir ici, et elle va nous permettre de déterminer si une DF appartient à F+ ou pas. Alors, je répète, F, c'est un ensemble de dépendances fonctionnelles. La fermeture de F, on a dit, c'est toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut dériver à partir de F. En utilisant la fermeture d'attributs, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez, par exemple, ici, j'ai calculé B+. Alors, si je vous dis B+, ici, bon, ici, on n'a pas vraiment grand-chose. Ce que je peux dire, est-ce que j'ai la DF, par exemple, B détermine BE? B détermine BE, sans la démontrer, le fait que BE appartient à B+, d'accord, BE appartient à B+, alors B détermine BE. Donc, ça veut dire comment je vais utiliser la fermeture d'attributs. Si je vous donne une dépendance fonctionnelle X détermine Y, je vous dis, est-ce qu'elle appartient à F+? Est-ce qu'elle appartient à F+? Une façon de savoir, c'est de calculer la fermeture de X. X+, si Y appartient à X+, alors X détermine Y appartient à la fermeture. Est-ce que vous avez compris cette remarque? Je vais... Ah, voilà. Bon, là, il y a un autre exemple. Bon, je vais le sauter, c'est pas grave. Là, c'est un autre exemple où je calcule AD+. D'accord? Je calcule AD+, j'applique l'algorithme, je trouve AD+ égale AD, B, C, E, F. D'accord? Alors, mon ensemble de dépendances, on a utilisé l'ensemble de dépendances fonctionnelles. F, c'est celui-là, c'est toutes ces DF-là. Alors, si je vous dis, est-ce que AD donne, attendez, AD donne, par exemple, BC, est-ce que ça appartient à F+? On a dit F+, c'est toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut dériver à partir de F. F, c'est celui-là. D'accord? C'est la même chose. Hein? F, enfin, je suis en train de dire F, ici dans l'exemple, on l'a appelé G. D'accord? G, ça veut dire que la fermeture, c'est G+. D'accord? G, dans notre cas, c'est ces DF-là. Il contient 1, 2, 3 DF. D'accord? C'est les DF qu'on est en train d'utiliser dans l'algorithme de tout à l'heure. Donc, ça, c'est notre ensemble de dépendances fonctionnelles. On a dit, au lieu de calculer G+, au lieu de chercher toutes les dépendances fonctionnelles de G+, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, par exemple, si j'ai une dépendance fonctionnelle, X détermine Y. Si je veux savoir, est-ce que X détermine Y, je peux la dériver à partir de CDF. Ça veut dire, elle appartient à G+. Qu'est-ce que je fais? Je calcule X+. Si Y appartient à X+, alors X détermine Y appartient à G+. Voilà ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez... Donc, c'est ça le corollaire. Étant donné F, un ensemble de dépendances fonctionnelles, X détermine Y est dérivable de F, si seulement si Y est un sous-ensemble de la fermeture de X pour F. Fermeture de X, c'est-à-dire X+. Alors, X détermine Y dérivable de F, ça veut dire, autrement dit, X détermine Y, la DF, appartient à F+. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair ce qu'on est en train de faire?
D'accord? Oui, madame. D'accord. Donc, alors, on vous dit si X... Attends, je vais remonter. Si X est une clé candidate, si X est une clé candidate ou une superclé de R, alors X plus contient l'ensemble de tous les attributs de R. C'est clair, normalement. Si X est une clé candidate ou bien c'est une superclé. Alors, X plus contient tous les attributs de R. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette remarque? Parce qu'on avait dit que la clé candidate détermine tous les autres attributs. Oui, madame. D'accord? Une clé Oui. candidate, parce qu'elle est unique, elle ne se répète pas. Puisqu'elle ne se répète pas, elle identifie la ligne. Si elle identifie la ligne, ça veut dire qu'il lui correspond une seule valeur de chaque attribut. D'accord? Donc, elle détermine tous les autres attributs. Et donc, si je calcule sa fermeture, ce sera l'ensemble des attributs de R. D'accord? Si je calcule la fermeture d'une clé candidate ou d'une superclé, je trouve l'ensemble des attributs de R. Donc, inversement, si vous prenez un ensemble d'attributs, vous calculez sa fermeture, vous trouvez qu'il contient tous les attributs de R. Vous allez déduire, vous n'allez pas dire que c'est une clé candidate directement, mais vous allez dire que c'est une superclé. C'est-à-dire que vous assurez l'unicité. D'accord? Puisqu'il détermine tous les attributs de R. Ensuite, pour savoir si c'est une clé candidate, vous pouvez essayer de réduire pour voir si c'est une clé candidate. D'accord? Donc ça, c'est un autre moyen aussi pour vérifier. C'est-à-dire, si je vous donne un attribut, un groupe d'attributs et je vous dis, est-ce que c'est une superclé ou est-ce que c'est une clé candidate, vous calculez sa fermeture, vous trouvez tous les attributs de R. Si vous ne trouvez pas tous les attributs de R, directement, ce n'est ni une superclé ni une clé candidate. Si vous trouvez tous les attributs de R, vous allez dire que c'est une superclé, c'est sûr. Vous vérifiez si elle est irréductible. Si elle est irréductible, c'est une clé candidate. Sinon, c'est une superclé. Voilà. Donc là, c'est pour comment utiliser cette notion de fermeture d'attribut. Alors, on a vu la fermeture. Maintenant, on va voir la notion de couverture. Couverture de dépendance fonctionnelle. On va parler d'abord de couverture en général, ensuite couverture minimale. Et c'est ce qu'on s'intéresse précisément à la notion de couverture minimale à la fin, parce qu'on va voir comment on va l'utiliser. Alors, c'est quoi une couverture? Si on a une relation R, et il y a deux ensembles de dépendances fonctionnelles F1 et F2 définis dans R, c'est-à-dire c'est des dépendances fonctionnelles qui sont satisfaites dans R. On dit que F1 est une couverture de F2 si et seulement si F2+ est inclus dans F1+. Ça veut dire que la fermeture de F2 est incluse dans la fermeture de F1. Ça veut dire que F1 couvre F2. D'accord? F2+, c'est quoi? F2+, c'est toutes les DF que je peux dériver de F2. F1+, c'est toutes les DF que je peux dériver de F1. Quand je dis que F2+ est inclus dans F1, ça veut dire que toutes les dépendances fonctionnelles de F2, je peux les déduire à partir de F1. D'accord? Donc, dire que F1 est une couverture de F2, on l'a dit si et seulement si F2+ est inclus dans F1+. Et pour montrer si c'est vrai, une façon de le faire, il suffit de montrer si toute dépendance fonctionnelle de F2 appartient à F1+. D'accord? Si toute dépendance de F2 appartient à F1+, alors F2+ est inclus dans F1+. D'accord? Alors, ici un exemple. On a pris une relation R où nous avons deux ensembles F1 et F2. F1, c'est A dans BC, B dans D.
Et F2, A dans BD, AB dans C, B dans D. Est-ce que F2 est une couverture de F1? F2 couverture de F1, ça veut dire F1 plus inclus dans F2 plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer à partir, c'est F2 qui couvre F1. F2 qui couvre F1. Vous allez essayer de trouver, de dériver les DF de F1 à partir de F2. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver A dans BC à partir de F2 et B dans D à partir de F2. D'accord? Et là, bon, là, j'ai montré comment on le fait, mais on peut le voir directement ici. Ici, comment trouver A dans BC, donc sans voir ce que j'ai écrit ici. Comment faire? J'ai A dans BC. Comment retrouver A dans BC à partir de ces deux-là, par exemple? Vous avez A dans BD et AB dans C. Est-ce que je peux, à partir de ces deux-là, retrouver A dans BC? À partir de là, j'ai déjà A dans B. On décompose. D'accord? A dans B, je décompose. Ensuite, vous utilisez AB avec AB dans C. Donc, j'ai A dans B, AB dans C, par pseudo-transitivité, A dans C. Ensuite, vous faites une union et vous allez retrouver A dans BC. Ça veut dire que je peux, à partir de F2, retrouver A dans BC. La même chose pour B dans D, elle y est déjà. Donc, et dans ce cas-là, toutes les DF de F1, j'ai pu les dériver à partir de F2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, toutes les DF que je peux dériver à partir de F1, je pourrais les dériver à partir de F2. Et c'est pour cela qu'on dit que F1 plus est incluse dans F2 plus. Parce que F2 plus, c'est quoi? C'est toutes les DF que je peux dériver à partir de F2. Et F1 plus, puisque j'ai pu les dériver à partir de F2, ça veut dire que même F1 plus, toutes les DF de F1 plus, je pourrais les dériver à partir de F2. De F2 plus. D'accord? Donc F1 plus est incluse dans F2 plus ici. F2 est une couverture de F1. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris ou... Pouvez-vous expliquer ce dernier exemple? L'exemple? Oui. Déjà la définition. Il faut comprendre la définition. J'ai deux ensembles de dépendances fonctionnelles. D'accord? Qui sont définis dans la même relation. Dans la même relation. D'accord? On dit qu'un ensemble, c'est une couverture d'un autre ensemble. F1, couverture de F2. Ça veut dire que c'est F1 qui couvre F2. Pour ne pas vous tromper, gardez ça en tête. F1 couvre F2. C'est-à-dire qu'il est plus grand que F2, si vous voulez. Bon, je dis plus grand, mais pas forcément en nombre de dépendances fonctionnelles. Hein. Pas en nombre, mais il le couvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F2 plus est inclus dans F1 plus. F2 plus, c'est quoi? C'est la fermeture de F2. C'est toutes les DF que je peux déduire à partir de F2. F1 plus, c'est la fermeture de F1. Toutes les DF que je peux déduire à partir de F1. Quand vous dites F2 plus est inclus dans F1 plus, ça veut dire que toutes les DF que je peux déduire à partir de F2, je peux aussi les déduire à partir de F1. Et comme on les montrait ici, j'ai F1 et F2. Je veux montrer que c'est F2 qui couvre F1. Ça veut dire que F1 plus est inclus dans F2 plus. Ça veut dire que toutes les DF de F1, je peux appartiennent à F2 plus. Ça veut dire que je peux les dériver à partir de F2 plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout chaque DF. Ici, A dans BC, est-ce que A dans BC appartient à F2 plus? Si je peux, A dans BC, si je peux la dériver à partir de ces deux F-là, ça veut dire qu'elle appartient à F2 plus. La même chose pour B détermine D, c'est-à-dire toutes les attributs, toutes les DF de F1. Si je peux les dériver à partir de F2, ça veut dire que c'est des DF que je peux dériver à partir de F2. Ça veut dire que c'est des DF qui appartiennent à F2 plus. D'accord, et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai commencé par A dans BC. Je cherche A dans BC à partir de F2. J'ai utilisé A dans BD et AB dans C. A dans BD, on la décompose. Ça devient A dans B et A dans D. D'accord? Ensuite, j'utilise A dans B qu'on vient de trouver avec la deuxième, AB dans C.
Oui, madame, c'est clair, c'est bon. Voilà, je fais une pseudo-transitivité, je trouve A dans C. D'accord? Union entre les deux, je trouve A dans BC. Donc, j'ai déterminé A dans BC à partir de F2. C'est une DF qui appartient à F2+. D'accord? BD, déjà, elle existe déjà dans F2. Donc, elle appartient à F2+. Donc, puisque les deux DF appartiennent à F2+, donc tout ce que je peux déduire à partir de ces DF-là aussi appartiennent à F2+. Et donc, F1+ est incluse dans F2+. D'accord? Alors, si j'ai cette propriété dans les deux sens, on a montré que F2 est une couverture de F1. Si je le montre dans l'autre sens, que F1 est une couverture de F2, d'accord? Ça veut dire que c'est deux ensembles qui sont équivalents. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je vais faire le schéma inverse. À partir de F1, je vais dériver, je vais voir est-ce que je peux trouver ces 3 DF. Par exemple, en utilisant F1, A dans BC, B dans D. Est-ce que je peux dériver A dans BD? Et vous me dites comment? Oui, C'est clair? car on a C'est parlé de la possible? décomposition. Ouais. Oui. Décomposition de la D'après la première. composition A, décomposition première, tu as A reçoit flèche B, maintenant B Oui. flèche D, donc par transition, on a A flèche D. Et on Oui. a aussi A flèche B, donc A flèche B et A flèche D fait une composition, donc on a A Voilà, flèche composition, BD. ou il y a plutôt que la composition, on fait une union. Quand c'est le membre droit, le membre gauche, quand c'est Union, le oui, oui, même, c'est on l'union. appelle ça union. Très bien. Donc, vous avez Oui, c'est vu pas bien. que, donc tout simplement, comme vient d'expliquer votre camarade, donc on décompose la première, d'accord? On aura A dans B, A dans C, et nous avons le B Ouais. dans D. Donc A dans B avec la deuxième, A dans B. par transitivité A dans D. Et donc j'ai A dans Non, B et A dans D. oui. Je peux avoir par union A dans BD. D'accord? Pour la deuxième, alors la deuxième, AB dans C, c'est clair? Vous avez A dans BC, Ouais. d'accord? Nous avons déjà montré que ça veut dire que A dans C, A et en décomposant. A Ensuite, dans C. vous pouvez augmenter tout simplement. Quand si A dans C, vous augmentez On le va A, augmenter le ça B, donnera oui. toujours la même chose. C'est-à-dire ça pourra... parce que finalement, on fait une augmentation suivie d'une décomposition. Parce que vous avez A dans C, j'augmente de B des deux côtés, AB dans BC. Ensuite, je décompose le membre droit, j'aurai AB dans C. AB dans B et AB dans C. D'accord? Est-ce que tout le monde est en train de suivre? La dernière, c'est la même, Oui. elle y est déjà. Donc, vous voyez bien que à partir de F1, on peut déduire, on peut dériver les DF de F2. Ça veut dire les DF de F2 appartiennent à F1+. Et donc, toutes les DF que je peux déduire de F2 appartiennent aussi à F1+. Donc, ça veut dire que F2 est inclus dans F2+, est inclus dans F1+. Donc là, j'ai une inclusion dans les deux sens. D'accord? F2 couverture de F1, F1 couverture de F2, ou bien tout simplement, ou autrement dit, F2 inclus, F1+ inclus dans F2+, et F2+ inclus dans F1+. Donc, j'ai des inclusions dans les deux sens. Ça veut dire que c'est des ensembles qui sont égaux, les fermetures. F1+ est égal à F2+. F1+ est égal à F2+. Ça veut dire que F1 et F2 sont équivalents. D'accord? Les deux ensembles ici sont équivalents.
C'est la définition de deux ensembles de dépendance fonctionnelle équivalents. Voilà. Soit R, une relation, F1 et F2, deux ensembles de dépendance fonctionnelle définis dans R. F1 et F2 sont équivalents si et seulement si F1 plus est égal à F2 plus. Ou encore si seulement si F1 est une couverture de F2, F2 est une couverture de F1. C'est comme on vient de le définir, comme on vient de le montrer dans l'exemple précédent. D'accord? Donc ça, c'est la notion d'ensemble de dépendance fonctionnelle équivalent. Alors nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va s'intéresser quand on a une relation R qui a un ensemble de dépendance fonctionnelle. Nous, on va chercher une couverture minimale équivalente à notre ensemble de dépendances fonctionnelles. Alors, c'est quoi une couverture minimale? On l'appelle aussi ensemble irréductible de dépendance fonctionnelle. Alors, c'est quoi cet ensemble? C'est un ensemble de dépendances fonctionnelles. D'accord? On dit qu'il est irréductible si seulement si il satisfait trois propriétés. Donc, nous avons trois propriétés à vérifier pour dire que c'est un ensemble irréductible. On dit aussi ensemble minimal, couverture minimale. Tous ces termes, vous pouvez les trouver dans la littérature qui parle de ça. Donc, la première propriété dit que le membre droit, c'est-à-dire le dépendant de chaque dépendance fonctionnelle de F, contient un seul attribut. C'est un ensemble singleton. D'accord? Toutes les DF ont un seul attribut à droite. La deuxième propriété, le membre gauche, c'est-à-dire le déterminant de chaque dépendance fonctionnelle, est irréductible. Alors, ce qu'on veut dire qu'il est irréductible, ça veut dire qu'aucun attribut ne peut être enlevé du déterminant sans changer la fermeture F+. Une DF qui vérifie ça, on va l'appeler une DF irréductible à gauche ou bien une DF élémentaire. D'accord? Une dépendance fonctionnelle élémentaire. C'est quoi la dépendance fonctionnelle élémentaire? Ça veut dire que si vous avez X détermine Y, elle est irréductible à gauche ou bien élémentaire si et seulement si il n'existe pas X' sous-ensemble de X qui détermine Y. Je ne peux pas la réduire. Quand je dis irréductible, ça veut dire que je ne peux pas réduire le membre gauche. Est-ce que vous avez compris la deuxième propriété? La deuxième propriété, donc, si le membre gauche contient un seul attribut, c'est bon. C'est irréductible. Si le membre gauche contient plusieurs attributs, donc j'ai, par exemple, AB qui donne le C, et en même temps, par exemple, j'ai un sous-ensemble. J'ai le A qui détermine le C. Donc, il y a un sous-ensemble de AB qui détermine le C. Elle n'est pas élémentaire dans ce cas-là. Elle n'est pas irréductible. Ça veut dire que je peux la réduire. Je vais enlever le B qui est en plus. D'accord? Donc, les membres gauche de toutes les DF sont irréductibles. La troisième propriété, aucune dépendance fonctionnelle n'est redondante. C'est-à-dire, aucune DF ne peut être supprimée de F sans changer la fermeture F+. C'est-à-dire que toutes les DF que j'ai, je ne peux pas... Quand est-ce que je peux enlever une DF sans changer la fermeture? C'est si j'enlève une DF que je peux dériver. Si j'enlève une DF que je peux dériver, la fermeture ne change pas. Donc, ça veut dire que les DF que j'ai dans ma couverture minimale, c'est des dépendances fonctionnelles que je ne peux pas déduire à partir des autres. Je dois les garder. D'accord? Toute dépendance fonctionnelle qu'on peut déduire à partir des autres, on l'enlève. On garde seulement les dépendances fonctionnelles qui ne sont pas dérivables à partir des autres. C'est pour cela qu'on dit minimal. Minimal, c'est-à-dire le minimum
Bien sûr, je répète, minimum, pas forcément en nombre de DF. C'est pas plus petit en nombre. Minimal dans le sens, il n'y a que le minimum dont on a besoin. C'est-à-dire, on n'a pas des attributs en plus à gauche, on n'a pas des DF qu'on peut déduire, etc. C'est ça, minimum dans ce sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise aussi le terme irréductible. Parce qu'un ensemble qui n'est pas irréductible, ça veut dire que je peux le réduire. Ici, qu'est-ce que je vais réduire? Je vais enlever des choses, des attributs dans les membres, ou bien je vais enlever une DF que je peux déduire, etc. C'est un ensemble que je peux réduire. D'accord? Donc, une couverture minimale ou ensemble irréductible de DF, c'est un ensemble qui vérifie ces trois propriétés. Donc, le membre droit, c'est-à-dire le dépendant de chaque dépendance fonctionnelle, contient un seul attribut, on appelle ça ensemble singleton. Le membre gauche, le déterminant de chaque dépendance fonctionnelle, est irréductible et aucune dépendance fonctionnelle n'est redondante. Donc, c'est ça les trois propriétés que doit vérifier un ensemble pour dire est-ce qu'il est minimal. On va par exemple, l'exemple de tout à l'heure pour voir est-ce qu'il est minimal. Alors, par exemple, F1. Est-ce que F1 est minimal? J'ai la première propriété n'est pas vérifiée. On a dit qu'à droite, on doit avoir un seul attribut. Ici, j'ai deux attributs à droite. D'accord? Alors, pour transformer ça, pour que la première propriété soit vérifiée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer cette DF. Je vais la remplacer par A détermine B, A détermine C. D'accord? J'aurai A détermine B, A détermine C, B détermine D. Ça sera un ensemble minimal dans ce cas-là. Une couverture minimale. Ce sera une couverture minimale qui est équivalente à F1. Est-ce que vous suivez? Madame, vous pouvez répéter. Pour F1, j'ai A dans BC, B dans D. D'accord? A dans BC, B dans D. Je vais revoir les propriétés. Première propriété, le membre droit de chaque dépendance fonctionnelle contient un seul attribut. Ici, ce n'est pas vérifié. Pour F1, j'ai BC, j'ai deux attributs à droite. Je dois avoir un seul. Donc, F1 n'est pas minimal, n'est pas irréductible. D'accord? Pour le transformer, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer cette DF par sa décomposition, par A dans B, A dans C. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir A dans B, A dans C, B dans D. Avec celui-là, B dans D. Je vérifie les deux autres propriétés. Les deux autres propriétés sont vérifiées. Le membre gauche, j'ai un seul attribut à gauche, donc c'est irréductible. Le membre droit, la troisième propriété, c'est il n'y a pas de DF que je peux enlever, c'est-à-dire je ne peux pas dériver une DF. J'ai A dans B, A dans C, B dans D. Les trois DF, je ne peux pas déduire l'une des autres. Donc, j'ai obtenu, en faisant cette décomposition, j'ai obtenu une couverture minimale, un ensemble irréductible. Cet ensemble irréductible est équivalent à F1. D'accord? F2, par exemple, est-ce que F2 est irréductible? Non. La même chose ici, j'ai BD. Oui. Donc là, c'est la première propriété. Donc, je peux pour le transformer, donc je vais faire A dans B, A dans D. Maintenant, est-ce que AB dans C est irréductible à gauche? La deuxième propriété maintenant. La deuxième propriété, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que le membre gauche soit irréductible. D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas enlever un attribut du membre gauche sans changer la fermeture. On va voir, est-ce que je ne peux pas réduire ici le membre gauche? Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Ici, j'ai décomposé A dans B, A dans D. Ensuite, ici, j'ai AB dans C. Est-ce que le AB dans C est irréductible? Est-ce que j'ai besoin vraiment de A et B pour avoir le C? Est-ce que j'ai besoin des deux pour avoir le C?
Non, madame. Un Euh, seul. j'ai besoin de quoi? Ouais, De c'est A. bon, barque. On a besoin de A seulement parce que De le A. A déjà détermine le B. Oui. D'accord? Le A détermine le B. Donc, si j'enlève le B, la fermeture ne va pas changer. Vous comprenez? Si Oui, j'enlève madame. le B, la fermeture de F2 ne va pas changer. Donc, je vais garder A dans C. A dans C, ce sera irréductible à gauche. Ensuite, donc j'ai A dans B, A dans D, A dans C, B dans D. Est-ce que j'ai une DF que je peux déduire? A dans B, A dans D, A dans C, B dans D. Madame, Oui. pouvez-vous répéter AB dans C? Je n'étais pas concentrée. A, B dans C parce que j'ai dit que nous avons déjà que le A détermine le B. D'accord? A, quand je décompose celle-là, j'aurai A dans B, A dans D. Donc, j'ai le A qui donne le B. D'accord? A dans B, ça veut dire que je peux enlever le B. C'est le A dans C, A seul dans C. Je n'ai pas besoin du B pour avoir le C, puisque le B, je peux le déterminer à partir de A. Ah oui, Vous- c'est clair. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on retrouve A dans C, utilisez A dans B, que j'ai ici, A dans B, avec AB dans C. Vous faites une pseudo-transitivité. Qu'est-ce que vous obtenez? A dans B et AB dans C. Appliquez la Ah bon. pseudo-transitivité. Vous allez trouver A dans C. Voilà. D'accord. Donc, A dans C, on va l'utiliser ici. Elle a un membre gauche plus irréductible. D'accord? D'accord. Donc, je vais remplacer cette dépendance fonctionnelle par A dans C. D'accord? Parce que le B ici, il est en plus. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit le membre gauche. D'accord? J'ai réduit le déterminant. C'est la deuxième propriété. D'accord? La deuxième propriété, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le membre gauche de toutes les DF sont irréductibles. D'accord? Pour dire que c'est minimal. Dans notre cas ici, F2 n'est pas minimal parce que je peux réduire ce membre gauche. D'accord? Je le réduis. Donc, j'obtiens A dans B, A dans D, A dans C, B dans D. Maintenant, vous me dites, est-ce que parmi ces DF, est-ce qu'il y a une DF que je peux déduire? Vous pouvez utiliser un brouillon hein, pour voir, parce que là, le fait que je ne suis pas en train d'utiliser un tableau, donc A dans B, A dans D, A dans C, B dans D. Quelle est la DF qu'on peut déduire? A dans D. Laquelle? A dans D. À partir de Très A, bien. A dans Par, D et B dans D. je peux la trouver par quelle opération? Transitivité. Par transitivité, tout simplement parce que j'ai le A dans B et j'ai le B dans D. Par transitivité, A dans D. D'accord? A dans D, donc ça veut dire que A dans D, c'est une DF, ce qu'on appelle DF redondante. Voilà. La troisième propriété, on vous dit aucune DF ne doit être redondante. Une DF redondante, c'est une DF que je peux déduire à partir des autres. Donc, toutes les DF que je peux déduire, je les enlève pour ne pas garder les DF redondantes. On nous dit aucune DF n'est redondante. D'accord? Donc, j'enlève cette DF redondante, finalement, je l'enlève, A dans D. Qu'est-ce que j'aurai à la fin? J'aurai A dans B, A dans C, B dans D. Là, c'est un ensemble irréductible. Et vous remarquerez que c'est la même chose que j'ai retrouvé dans F1. F1 aussi, j'ai trouvé A dans B, A dans C, B dans D. Parce que les deux ensembles sont équivalents. Donc, ils ont la même couverture. C'est-à-dire, comment dire, la couverture minimale que je viens de chercher, que je suis en train de chercher, elle est équivalente. A dans B, A dans C, B dans D, elle est équivalente à F1. La même chose, donc puisque ces deux ensembles sont équivalents, donc la couverture minimale que je vais trouver pour l'un ou l'autre, elle est équivalente aux deux, parce que c'est des ensembles qui sont déjà, on a montré qu'ils sont équivalents. D'accord, donc on a trouvé une couverture minimale ou bien un ensemble irréductible équivalent à F1 et F2 qui est formé de 3 DF, A dans B, A dans C, B dans D. D'accord?
c'est un ensemble irréductible. C'est une couverture minimale. Donc, nous, on va s'intéresser à ça. C'est-à-dire, si on a une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles, on va chercher un ensemble de dépendances fonctionnelles équivalent à notre ensemble, mais qui soit minimal, qui soit irréductible. Ça veut dire que c'est un ensemble qui va vérifier ces trois propriétés. En faisant ce qu'on vient de faire dans l'exemple. Ça veut dire que c'est dans notre ensemble. S'il y a la première propriété n'est pas vérifiée, si le membre droit contient plusieurs attributs, je décompose. Ensuite, le membre gauche, si la deuxième propriété n'est pas vérifiée, s'il y a des DF avec un membre gauche qui n'est pas irréductible, je vais réduire ces membres gauche. Et la troisième propriété, si j'ai des DF qui sont dérivables à partir de d'autres DF, je vais les enlever. Et donc, je trouverai à la fin un ensemble de dépendance fonctionnelle qui est minimal, qui est irréductible et qui est équivalent à mon ensemble de dépendances fonctionnelles de départ. C'est ça l'objectif. Bon, ici, bon, c'est des exemples, je peux les sauter. Bon, là, c'est juste un exemple pour déterminer un ensemble minimal. D'accord? Un ensemble minimal, donc on pourra le faire rapidement. Alors, je rappelle, première propriété, on a dit les membres droits doivent être singletons, un seul attribut à droite. Membre gauche, irréductible, la deuxième propriété. Et la troisième propriété, aucune DF n'est redondante. Donc, si je prends F ici, la première propriété, elle n'est pas vérifiée, oui. La première, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer. La première propriété, c'est la plus simple, parce qu'on ne fait que décomposer. Donc là, on va remplacer ça par A dans B, A dans C. Et nous avons B dans C, A dans B, AB dans C et AC dans D. Ensuite, donc première propriété vérifiée. Quand on décompose, elle devient vérifiée. Ensuite, la deuxième propriété, là où c'est un seul attribut, c'est bon, c'est irréductible. On vérifie là où il y a deux attributs ou plus. On voit est-ce qu'on a besoin de ces deux attributs pour déterminer le C. Ici, de ces deux attributs pour déterminer le D. D'accord. Madame, j'ai une question. Oui. On aura deux A dans B. Est-ce qu'on a le droit de supprimer? Non. Oui, bien sûr. Ça devient elle devient redondante. D'accord. Si on a deux fois A dans le B, j'enlève, je garde une seule. Ça sera une redondance de garder deux DF identiques. D'accord. Si je ne vais pas garder une DF que je peux déduire, ça veut dire que c'est sûr que je ne vais pas garder une DF qui est identique. D'accord. Je garde une seule fois. Ça ne sert à rien de garder A dans B deux fois. D'accord. On va dire redondante, on enlève une, on laisse une seule. Alors, A dans BC, donc on a dit, ça devient A dans B, A dans C. B dans C, A dans B. Donc ici, comme votre camarade vient de le dire, donc on aura deux fois A dans B. Et donc, je vais enlever une, je vais garder une seule. Donc, on a A dans B, A dans C, B dans C, AB dans C, AC dans D. Alors, AB dans C, est-ce que je peux réduire cette DF? Est-ce que je peux réduire le membre gauche? Oui. نحيوها ديريكت باسكو عندنا A dans C ou B dans C. سما par l'union نديرو Ah, très bien. C'est une DF que je peux déduire. OK, donc je peux l'enlever. Et la troisième, AC dans D. J'ai déjà montré que A dans C. Donc, ça va être remplacé par A dans D. Vous êtes d'accord? D'accord. De toute façon, d'accord. Donc, la démonstration, elle est là. J'ai démontré ici. Donc, ici, comme vient de dire votre camarade, je vais l'enlever. Elle est redondante. Donc, je vais garder à la fin A dans B, A dans C, B dans C et A dans D. D'accord? C'est ce qu'on va trouver. Ensuite, il y aura une redondante, une A dans C, ça sera A dans C, ce sera aussi à enlever par transitivité, parce qu'on a A dans B et le B dans C. D'accord? Donc, même le A dans C va être enlevé. À la fin, on va obtenir A dans B, B dans C, A dans D.
Ça, c'est la couverture minimale qu'on obtient à la fin. Donc, je vous demande de refaire ça tout seul après. Essayez de refaire l'exercice seul. Et je vais vous envoyer de toute façon une série d'exercices pour ça. D'accord? Donc, aussi, ça, c'est un autre exemple. Je vous demande de le faire. C'est un autre exemple. Essayez de le faire seul. Je vais vous envoyer le chapitre. D'accord? Donc, bon, la notion de décomposition, on ne va pas la faire aujourd'hui. On va la faire après. C'est bon? Je préfère m'arrêter là. Si vous voulez qu'on voit cet exemple maintenant, on peut le voir. Ou si vous voulez le faire, puisqu'il y a la solution, essayez de le faire seul. D'accord? Puisqu'il y a la solution, essayez de le faire seul, ensuite voyez avec la solution. D'accord? Pour la couverture minimale, donc je vais vous envoyer la série d'exercices ainsi que la partie du chapitre que je viens de faire. Je vais les déposer dans le site, comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Vous n'êtes que 38 quand même. Hein? C'est vraiment peu. Ouais. Ok, là, il faut qu'on commence des contrôles pour que les gens... Pour bousculer. Parce que vraiment, 38, c'est vraiment peu. D'accord, donc... Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Non, madame. Non? Non. Non, madame, merci. Non, madame. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter alors. D'accord.